Bonjour, merci d'être présente et présent à notre table ronde sur la romance sociétale. C'est pas nous qu'on applaudit. Euh, Non, non. donc, Non. Non, arrêtez. J'arrête. avant de vous présenter nos incroyables autrices, je voulais faire un petit point sur la romance et la romance sociétale. Donc la romance, on peut le définir comme une variation du roman sentimental. Je sais que c'est un terme qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc c'est des histoires d'amour dans lesquelles on relate, souvent avec une pointe d'humour, le quotidien de jeunes, souvent, disons de 18 à 40 ans. On va les suivre dans leurs aventures. C'est un genre qui se décline en de nombreux sous-genres. La romance aujourd'hui touche à plein de sujets. On va avoir du fantastique, on va avoir de la romance contemporaine, historique. Et à l'intérieur, on va avoir beaucoup d'autres sous-genres. Du coup, on a une grande diversité de contextes, de personnages et de publics cibles. Beaucoup de gens lisent de la romance et il ne faut pas en avoir honte. Du coup, on a toujours une histoire d'amour qui est vraiment centrale, mais on va avoir une intrigue, évidemment, et des problématiques contemporaines. Et c'est sur ces problématiques contemporaines qu'on va discuter aujourd'hui. La romance permet en effet d'aborder des sujets très importants, des sujets de société, qui prennent place dans des histoires qu'on qualifie pourtant souvent de légères, de cucu, nunuches. Et c'est très intéressant d'en parler. Ces histoires, en abordant ces problématiques, donc ces sujets de société, permettent de, je pense, sensibiliser le public aussi, de les avertir et de discuter de sujets qui peuvent être parfois compliqués à aborder autrement. Donc on va avoir évidemment les violences, les maladies, le sexisme, les discriminations, le harcèlement et beaucoup d'autres. Mais ça traite aussi de sujets assez feel-good, mais qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Je pense par exemple au changement de vie, à la prise en main, au nouveau départ. La romance, donc, dans son aspect sociétal, est à mon avis nécessaire. Elle nous permet peut-être une prise de conscience à nous, lecteurs, et nous accompagne tout au long de notre vie. Pour aborder cette question, j'anime donc entourée de très grandes autrices. Je suis, moi, gérante des librairies L'Encre du Cœur, donc spécialisée en romance. Et je trouve ce sujet ultra pertinent, puisque le public a souvent du mal à voir la romance comme un sujet dans lequel on peut aborder justement ces problématiques. C'est souvent vu comme quelque chose de très léger, où on va pas, voilà, on ne révolutionne pas le monde bien sûr, mais on aborde quand même toutes ces thématiques hyper importantes. Du coup, nous avons les Emma Green, là. Bonjour. Désolée pour les lunettes, mais c'est nécessaire. Donc c'est un duo d'autrices françaises un peu incontournables aujourd'hui. J'ai pas besoin de les présenter beaucoup. Elles remplissent à elles seules de nombreuses bibliothèques. Elles ont écrit beaucoup de livres. Leur dernière sortie, À nos cœurs battants, fait l'objet de cette table ronde. Donc dans À nos cœurs battants, on aborde à la fois le sexisme, les difficultés du métier de secouriste, mais surtout les violences conjugales. J'ai perçu ce livre personnellement comme un véritable cri du cœur, une volonté forte de poser des mots sur la douleur de trop nombreuses femmes victimes de violences conjugales. On a également Shelley Larache, ici présente. Qui livre dans son premier roman, Falling into Pieces, le débat sur la peine de mort, la difficulté à s'exprimer sur la question et les différents points de vue, évidemment, sur le sujet. C'est aussi une sorte d'ode à la vie qui aborde très fidèlement la dépression, le mal-être, la mort et le suicide. On vit à travers Solveig et Diesel une romance bienveillante, une romance entre deux opposés qui se tirent vers le meilleur. On va donc commencer avec la première question, mais pas des moindres. Pourquoi écrivez-vous de la romance ? Et est-ce que le terme de romance sociétale vous parle ? Nous, on aime bien ce terme. On est toutes d'accord, je pense, pour dire que la romance, elle a évidemment 1000 facettes, qu'on peut écrire des histoires d'amour dans des tas de genres très variés. Nous, on aime beaucoup surprendre nos lecteurs et écrire de temps en temps des comédies, parfois des sujets plus graves. On est en train d'écrire un thriller où on s'amuse à tuer des gens pour la première fois. Et je pense que la romance, elle a autant de... Je pense qu'il y a autant de romances que de romans.
En revanche, le terme roman sociétal, on l'aime bien. C'est vrai que nous, on a envie de témoigner du monde qui nous entoure. Et dans nos romans, il y a toujours des problématiques actuelles, sociétales. Et notamment dans le dernier, c'est vrai que les violences, on avait envie d'en parler. On était frileuses, on avait peur d'aborder ce sujet. Mais ça concerne quand même plus de 300 000 femmes par an en France. C'est des actes répétés, c'est seulement environ 15% de femmes qui portent plainte. Et seulement l'année dernière, il y a 120 femmes à peu près qui sont mortes sous les coups de leur conjoint. Et voilà, c'est une réalité qui est terrible. On est à l'ère MeToo où les langues se sont un peu déliées et pourtant c'est toujours tabou, c'est toujours honteux. Le système n'est pas toujours au point pour aider ces femmes-là. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu dénoncer dans ce roman et aussi donner de l'espoir. Et on espère que voilà. Nous, on aime toujours bien les héros ordinaires et si on peut porter la voix des femmes qu'on n'entend pas ou peu, on sait que ça concerne des femmes qui ont parfois honte d'en parler, ça concerne des amis à nous, proches, qui nous ont pas toujours parlé d'ailleurs, qui ont mis des années avant de pouvoir nous se confier. Donc ce roman, il a deux objectifs. On avait envie d'en parler et on avait envie d'aider nos lectrices. Alors personnellement, c'est vrai que le terme de roman sociétal, je l'entends souvent énoncé, mais je ne m'étais jamais forcément identifiée dedans parce que pour moi, en fait, quand on écrit un roman, on l'inclut forcément dans la société et dans les thèmes de société. Mais ce que j'aime bien dans la romance, c'est qu'on peut vraiment en fait aborder des thèmes compliqués avec un côté romantique qui permet du coup d'explorer des thématiques difficiles, mais aussi de faire des dialogues pour faire des points de vue plus explicites. Et il y a aussi ce côté un petit peu plus doudou parfois qui contrebalance avec les thèmes qu'on peut aborder qui sont compliqués aussi. Donc c'est ça que j'aime bien dans la romance également. Ok. Et du coup, quand vous écrivez un nouveau roman, est-ce que vous réfléchissez d'abord au sujet de société qui va animer votre roman ? Par exemple, vous dites, ok, justement, les violences conjugales, j'aimerais en parler, ou le débat de la peine de mort, j'aimerais en parler, et vous tissez votre histoire autour. Ou est-ce que d'abord, vous réfléchissez à vos personnages et vous dites, ok, vu les personnages, j'aimerais bien que leur identité, et là, le sujet de société peut ressortir ? Alors nous, ça dépend beaucoup, mais c'est vrai que de nos romans, mais récemment, nos 3 derniers romans, vraiment, on les a construits autour d'un thème. On est vraiment parti d'un thème qu'on voulait... Et très souvent, c'est un article qu'on lit, un documentaire qu'on voit, une série. Voilà, c'est un sujet qui nous frappe. Le harcèlement scolaire. Très souvent, c'est un fait divers d'ailleurs. C'est l'histoire d'une personne qui nous touche et on se dit que cette personne-là, il faut qu'on en fasse une héroïne. Et c'est vraiment de ça qu'on construit l'histoire autour. Dans Ce qui nous rend vivants, c'est donc notre romance d'avant qui parle du milieu de l'hôpital, hospitalier. On est tombé sur un article qui disait qu'en France, un interne se suicide tous les 17 jours. Et on s'est dit, que c'est... En plus, on rêvait d'enfiler la blouse et de se prendre pour... Meredith Grey. Exactement. Mais vraiment, on s'est dit que voilà, c'est un sujet... Nous, on n'avait pas lu, en tout cas en romance. Et on voulait rendre hommage aussi aux soignants. Pour ma part, c'est vrai que ça va vraiment dépendre des romans également, je pense. Parfois, ça part d'un personnage et d'un personnage qui va venir en tête et que je vais vouloir écrire dessus. Et toute l'histoire se tisse autour et le thème arrive derrière. Mais pour Falling to Pieces, par exemple, c'est vrai que c'est vraiment... D'abord, je voulais écrire sur la dépression. Et après, j'ai vu un article comme elle, en fait, sur les gardiens de prison aux États-Unis et leurs conditions de travail et sur la peine de mort. Et j'ai voulu tout mélanger pour avoir un roman assez complet. Et il y a des sujets qui me touchent un peu personnellement aussi. Et je pensais que c'était une bonne façon de les exprimer en les incorporant à d'autres thèmes plus majeurs et que je trouve aussi importants et pas souvent abordés, en fait, parce qu'on parle beaucoup des prisons du point de vue des prisonniers, mais rarement du point de vue des gardiens. Et c'est intéressant d'avoir les deux points de vue sur le sujet, je trouve. Absolument. Et du coup, est-ce que vous pensez que vos écrits sont engagés ? Là, sur ces 2 romans, pour vous, évidemment, vous dénoncez le sexisme de manière très véhémente, et on adore, c'était très bien fait. Mais vous parlez aussi, évidemment, des femmes dans les milieux dits masculins, là, dans le paramédical, par exemple, et des violences conjugales. Pour Shelley, évidemment, le débat sur la peine de mort et la critique du milieu carcéral, c'est vraiment aussi quand même l'essentiel du livre. Donc, est-ce que vous écrivez ça en vous disant, ok, là, j'écris un roman engagé ? Je crois qu'on l'écrit tout simplement et qu'on y met les valeurs qu'on veut défendre et les personnages qu'on a envie de
dépeindre et de défendre aussi. Et je crois qu'au final, ça donne un roman engagé, mais parce que je crois que finalement, je pense que toutes les personnes ici sont concernées, on les tous, en fait. Surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, je crois que c'est difficile de ne pas l'être. Et je vois pas comment on peut écrire sans ses convictions. Parfois, il y a des lecteurs, très rarement, qui viennent nous dire « Oui, vous parlez de politique sur vos réseaux, mais vous êtes ici chez nous ». Et je vois pas comment, si vous lisez nos romans, comment vous pouvez imaginer qu'on ait des convictions qui portent autre chose que l'acceptation de l'autre, l'amour de l'autre. Oui, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, à mes yeux en tout cas, la romance, elle va forcément être engagée parce que quand on écrit, inconsciemment ou pas, on met une part de soi et de son engagement en fait. Et oui, en fait, pour moi, un roman, c'est aussi le miroir de mes convictions, de mes valeurs et de ce que j'ai envie de défendre. Donc ce sera engagé, mais je me dis pas je vais écrire un roman engagé. C'est que les valeurs transparaissent dans le livre en fait. C'est pas trop des romans cucu du coup quand même. On dit justement souvent que la romance elle est joyeuse, que c'est des romans légers, mais évidemment c'est pas du tout ce que j'ai ressenti quand j'ai lu vos livres. Vous y mettez en avant des réalités brutales. Je pense notamment aux scènes de violence conjugale qui sont décrites, qui sont très très touchantes, et évidemment notamment à la scène de tentative de suicide de Solveig. Comment est-ce qu'on jongle justement entre la douceur d'une histoire d'amour et ces réalités extrêmement violentes que vous décrivez ? Je crois un peu comme dans la vie, on a besoin de respiration parfois. On vit dans un monde qui est très violent, notamment en ce moment. On a tous les jours de quoi avoir peur. Ce qui nous sauve tous, je crois, c'est l'amour, c'est les uns les autres en tout cas. Donc nous, on aime bien dans nos romans, c'est vrai, passer d'une scène forte à quelque chose qui fait du bien. Je pense que les autrices de feel good n'aiment pas cette étiquette faire du bien. Les autrices de romance n'aiment pas être cataloguées romantiques. Et je pense que dans un roman, il y a tout comme dans la vie, des scènes très difficiles. C'est évidemment celles qui sont un exercice compliqué à écrire, puisqu'il faut qu'on trouve le bon curseur. Je crois aussi on le dit souvent, on est addict aux émotions, l'une comme l'autre, et je pense que toi aussi, Chélie. Nous, on vit pour pleurer, pour rire, et c'est ce qu'on essaye de mettre dans nos romans, et on n'a pas non plus envie d'emmener nos lecteurs dans un trou sans fond. Et donc, il nous faut ces respirations dont tu parles, il nous faut des dialogues qui nous emmènent ailleurs, des scènes parfois rigolotes ou surprenantes. Et c'est un rythme, en fait. On essaye d'emmener le lecteur au fil de nos émotions, en fait. Il y a une phrase de Jean-Christophe Granger que j'aime beaucoup qui dit que la vie est autant de baffes que de caresses. Et ça s'applique aussi au roman, je pense. C'est que dans un roman, j'aime mettre des baffes, des scènes brutales et qui vont vraiment être assez explicites parce que j'aime pas forcément censurer ces scènes-là parce que ce serait un peu édulcorer la réalité. Mais comme ces scènes sont extrêmement dures à lire et sensibles à lire et à écrire aussi d'ailleurs, j'aime les contrebalancer avec des scènes très douces, donc des caresses, avec des dialogues drôles, touchants, mignons. Parce que en fait, la vie, elle est comme ça aussi. Elle est à la fois dure et à la fois douce. Et comme c'est un roman qui est quand même assez noir dans ses thématiques, je ne me voyais pas faire un livre où il n'y aurait que des baffes. En fait, je voulais aussi des caresses et des moments où on peut se dire « Oh, c'est mignon, oh, c'est marrant ». Et j'ai eu du coup des retours qui m'ont dit « En fait, heureusement qu'il y a un équilibre entre la violence et la douceur. Et heureusement que Diesel, surtout, rapporte de l'humour, de la fraîcheur. Parce que sinon, on aurait eu un thème extrêmement sombre, extrêmement noir et sans caresse, en fait. » Et puisque vous aimez beaucoup nous faire pleurer, mais est-ce que vous pleurez quand vous écrivez parfois ? Ces scènes-là, elles vous touchent ? Nous, c'est notre petite victoire, comme on écrit à deux et que souvent on est ensemble quand on travaille. De savoir que cette scène-là, je l'écoute lire, j'attends ses reniflements et c'est « Mais c'est pas cool, tu m'as pas fait ça !» Là, je sais que j'ai gagné, que la scène elle est réussie. Parfois, ça marche pas ou moins bien. Et l'inverse est vrai, effectivement, elle arrive à m'émouvoir. On a beau travailler sur des trames très 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 précises, en fait, on arrive encore à se surprendre, à s'émouvoir aussi. Parfois, on se met des petits pièges, on se rajoute des choses qui n'étaient pas prévues. Mais on a beau avoir anticipé une scène, l'avoir vraiment posée sur le papier, le fait de lire ce qu'elle en a fait, parfois, c'est d'une puissance et c'est les meilleurs moments. Et parce qu'on se dit aussi qu'on va embarquer nos lecteurs avec nous. Donc là, c'est la petite victoire. On sait que la scène,
Elle va faire pleurer. Je suis forcément dans l'émotion quand j'écris un roman parce que j'aime mettre des émotions en avant. Mais peut-être que j'ai un cœur de pierre, mais je n'ai pas pleuré en écrivant Falling to Pieces. J'ai pleuré qu'une seule fois dans un roman et c'est pas celui-ci. Donc les larmes ne viennent pas facilement, mais je sais qu'elles viennent facilement aux lecteurs et lectrices qui viennent faire des retours dans mes DM et qui me disent tu m'as trop fait pleurer, Shaylee, donc remboursement au mouchoir. Donc c'est vrai que je pleure pas, mais les émotions sont là et ça va me serrer le cœur quand même. Hein. Je vais pas non plus être là insensible à ce que j'écris. Mais non, il n'y a pas de larmes, ça va. J'ai quand même des lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient dû faire des pauses pendant ton livre parce que c'était trop dur à tout enchaîner. Et du coup, vos écrits servent en fait aussi à critiquer nos sociétés. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Vos 2 romans se passent aux États-Unis pour le coup. Vous y abordez aussi les difficultés liées au monde du travail, donc avec les gardiens de prison pour Shaylee, et vous avec le monde des secouristes, la vie en caserne, etc. On voit évidemment l'état de fatigue dans vos 2 romans, de tensions extrêmes dont sont victimes vos personnages, la charge mentale, la souffrance induite, tout ça. Vous dressez en fait un portrait très critique de ces milieux. Est-ce que prendre position sur ces sujets, c'est normal pour vous et quelque part obligatoire justement de retranscrire vos opinions dans de la fiction? On crée des personnages, mais on crée presque des vrais gens en fait. Et on sait que c'est une réalité. Il y a beaucoup de métiers qui poussent les gens à bout. Les soignants en particulier, parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on écrit sur les soignants et ils manquent terriblement de reconnaissance. Et c'est comme l'histoire d'être engagé tout à l'heure, en fait, c'est ça. À partir du moment où vous écrivez sur des gens, forcément, vous les défendez et vous essayez de... Je sais pas, tu veux pas m'aider? Non, tu as tout dit. C'est évident, l'engagement, il est à la genèse, je pense, de l'histoire. On sait pourquoi on écrit. Nous, on était journalistes avant, on pensait faire ce métier, on pensait jamais faire ce métier. Et si on peut être un tout petit peu utile, notre petite pierre à l'édifice, c'est ça. Peut-être faire réfléchir, peut-être remettre en question des convictions qu'on a, ouvrir les yeux sur des sujets sur lesquels on n'avait jamais réfléchi avant. On est super contente de pouvoir aborder des sujets, mettre une grande représentativité de personnages de tous les âges, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Essayer de faire en sorte qu'on soit... Pardon, je vais encore parler d'amour, mais c'est lassant, non? Qu'on s'aime tous un peu plus, qu'on s'aime un peu soi-même et qu'on se dise, en refermant notre livre, moi aussi je pourrais être l'héroïne de ma vie, moi aussi je pourrais avoir une vie immense, moi aussi je pourrais tendre la main un peu plus à ceux que j'aime, moi aussi il faut que j'appelle ma grand-mère pour lui dire que ça fait longtemps que je lui ai pas dit que je l'aimais et que peut-être je pourrais pas le faire la semaine prochaine. Si on peut semer des toutes petites graines d'amour comme ça en chacun de vous, on a gagné. Moi je me couche heureuse. C'était pas tout à fait la question, mais c'était pas mal. Ça y répond bien quand même. Ah, j'ai perdu le fil de la question. Ouais, je te la repose. Je disais que vos écrits servaient à critiquer la société, notamment le monde du travail, pour la prison, le milieu carcéral. On a quand même beaucoup avec Solveig toute la question de la difficulté à être en fait gardien de prison, tout ce qu'il subit, il le vit quand même très mal. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que finalement, c'est obligatoire de retranscrire dans ton roman tes opinions justement et cette critique que tu peux faire? Obligatoire, je sais pas, mais en fait, c'est que la littérature est une forme d'art et pour moi, l'art est politique. Et forcément, du coup, quand on fait quelque chose d'artistique, on retransmet des avis politiques, sociétaux, critiques. Et en l'occurrence, pour Solveig, c'est vrai que je voulais parler des conditions des gardiens parce que, comme dit, on voit beaucoup de reportages et à juste titre sur les prisonniers, mais pas sur les gardiens qui ont une charge mentale énorme aussi. Et surtout aux États-Unis où ils sont vraiment débordés et on a vraiment des sous-effectifs qui entraînent beaucoup de risques, d'abandon, de meurtre, etc. Et c'est vrai que je me disais, c'est intéressant d'avoir un jeu de miroir entre des ailes qui militent plus pour les prisonniers et Solveig qui est une volonté qui est plutôt pour les gardiens. Et du coup, pour avoir les deux camps qui s'affrontent et qui vont en fait un peu démontrer leur point de vue et pourquoi ils pensent comme ça. Et oui, pour moi, je pense que c'est important de pointer la société, de la remettre en question, de la questionner et d'amener le lecteur à se questionner, pas forcément à se placer comme moi je pense, mais en tout cas à pouvoir ouvrir une piste de réflexion pour lui aussi. Ok. Et du coup, c'est sur le même sujet, hein, mais justement, vos personnages sont
ultra engagé, ultra militant même. On a un Roméo, par exemple, qui inverse un peu les codes, on va dire, parce que c'est un homme, mais qui est féministe et farouchement féministe. Il a 2 mères. Il se fait discriminer parce qu'il s'appelle Roméo Cruz, donc il a des tatouages. À un moment, il se fait arrêter parce qu'on pense que forcément, il pourrait vendre de la drogue. On a aussi un Diesel qui est un militant, qui est ultra engagé et qui met vraiment le militantisme au cœur de sa vie et au cœur du roman. Et du coup, pourquoi ça rentre évidemment avec ces sujets de société, mais pourquoi écrire des personnages vraiment aussi engagés et là qui peuvent parfois briser aussi les codes pour Roméo, par exemple? Nous, on a créé Roméo parce qu'on avait besoin d'un Roméo, en fait. Parce on avait envie de remettre un gentil au cœur l'éloge de la gentillesse masculine. On parle de masculinité toxique en ce moment et franchement, il y a très peu de modèles d'hommes qui soient à la fois gentils et sexy. C'est-à-dire que si c'est pour être gentil et le bon copain, ça n'a pas grand intérêt. Donc on avait bien envie de se mettre ce challenge-là à nous, en tout cas, d'essayer de faire le type le plus séduisant du monde, mais qui soit un vrai gentil. Et notre autre challenge, c'est aussi d'avoir des personnages très désagréables. On a des salauds, on a des sexistes, on a des types qui parlent comme dans la vraie vie, en fait. Hein. Ouais. Et ça, c'est aussi agréable de se glisser dans la peau de l'anti-héros. Et vous les faites se choquer, en plus, interagir ensemble. Les joutes verbales, on les imagine entre nous et c'est du théâtre. Ouais. Et toi, du coup, Shaylee, pourquoi avoir fait un personnage aussi militant et aussi engagé En fait, c'est vraiment venu pour le coup pour la narration du roman, pour amener la rencontre entre Solveig et Diesel, pour amener toute leur future façon de se voir. Mais tous mes romans n'ont pas un personnage qui est aussi engagé. Ils auront forcément leur conviction et leur engagement moral, en fait, mais pas forcément dans l'action active, militantiste, comme Diesel peut le faire. Mais c'est vrai que Diesel, je le voyais très en avant, très sûr de lui et très à l'aise dans ses idées et pas du genre à juste s'asseoir et ne rien faire. Et je pense qu'il le dit dans le roman, on ne va pas rester assis et ne rien faire. En fait, il faut se lever parce que de tout temps, quand on a voulu les droits, on a dû se lever et se battre pour les avoir, en fait. Et c'est son point de vue, en effet, pour la question. Donc non, tous mes romans n'ont pas des personnages militants actifs. Ils auront un militantisme psychologique, en tout cas. Mais c'est vrai que Diesel, je me disais, par rapport à son background, entre guillemets, par rapport à l'arc narratif qu'il a avec Solveig, s'il n'est pas militant, la romance et l'histoire sera plus compliquée à mettre en place. Effectivement, ouais. Ok. Et du coup, justement, vu que vos personnages sont engagés et militants, on a le droit, dans vos 2 romans, à des dialogues hyper intéressants entre les personnages, donc. Et on a une retransmission un peu de ces débats de société via vos personnages, entre les héros et peut-être les anti-héros parfois. Et en fait, c'est des discussions qu'on pourrait avoir tous dans nos vies. Et je pense qu'on a tous déjà eu un débat de la peine de mort. On a tous déjà parlé de ça entre amis. On a tous eu un boss un peu relou qui nous faisait des réflexions sexistes. Et du coup, en fait, donc là, je vais commencer par les filles et puis je reviens sur toi. On a dans À nos cœurs battants un moment une intervention pour une femme qui subit des violences. Et du coup, l'héroïne, Max, a un gros coup de sang. Et il y a un dialogue que j'ai trouvé hyper intéressant entre elle et Roméo, du coup, où on va vraiment avoir une mise en lumière du phénomène d'emprise. Et là, en fait, vous explicitez via le dialogue tout le phénomène de l'emprise psychologique et physique qu'ont les hommes violents sur leurs femmes. Et en fait, quand Max ne comprend pas pourquoi en fait cette femme ne quitte juste pas son mari, Roméo va lui dire mais attends, t'es trop violente, il faut rationaliser les choses, elle est sous emprise, elle ne comprend pas pourquoi, elle se dit que voilà, elle va être quittée, qu'elle va être toute seule, et du coup en fait il exprime vraiment la double peine de ces violences. Et du coup par ce dialogue vous nous expliquez en fait ce phénomène. En fait, ça, on l'a vécu et on l'a ressenti. Parce que les violences conjugales ont touché des gens autour de nous, des gens très proches, et on a eu beaucoup de mal à comprendre. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. C'est un dialogue qu'on a eu ensemble. Ouais. Ok. Et je crois que dans la vraie vie, on croit toujours qu'on pourrait faire mieux que celui qui se retrouve à la place de... Et c'était hyper difficile pour l'une comme l'autre de se mettre dans les chaussures de cette femme qu'on aime, qui est une proche, et de pas ni la juger, ni la forcer. Il fallait qu'elle fasse son propre cheminement. Mais nous,
effectivement, on était parfois un peu intolérante face à ou sa passivité, ou sa douceur, ou son envie de ménager des choses. Et ça a été une leçon pour nous. On n'a pas été... Et ça fait clairement partie des difficultés que rencontrent ces femmes qui subissent déjà des violences au quotidien, à leur domicile, qui en plus doivent faire face au jugement en fait, Bien sûr. de leurs proches, des gens qui devraient les entourer et qui finalement ont du mal à les comprendre. Et il y a cette double peine, cette double honte. Et au final... Et peut-être que tant qu'on leur dira « il suffit de, il Ouais. faut que, pourquoi tu fais pas ça ?» elles auront d'autant plus de mal à parler, à se confier. On a honte non seulement de subir ce qu'on subit, mais de ne pas être assez forte pour faire le pas, pour s'en aller, pour se protéger. Un peu de bienveillance, ouais, il faut qu'on se rappelle que les victimes, c'est elles. Et on tenait à ce que ce soit Roméo dans ce roman qui nous rappelle ça. Ouais. Que ce soit vraiment le héros. Parce que ça existe. Il y en a des hommes, des hommes féministes, il y en a, des hommes qui comprennent, qui accompagnent, qui protègent. Ça existe encore. Et nous, en tant que femmes, on n'est pas toujours hyper bienveillantes avec les autres femmes. Cette sororité-là, on y tient à fond, on y croit. Mais je pense qu'on a aussi du travail à faire sur nous-mêmes, sur nos parcours, nos histoires. Ok. Mais du coup, c'était vraiment vachement intéressant. Et on avait vraiment l'impression qu'on sortait de cette discussion un peu plus alerte et plus grandie, quoi, plus mature sur le sujet. On a tout gagné si on vous fait réfléchir. Et du coup, on a le même mécanisme dans Falling into Pieces. On a des dialogues souvent entre Solveig et Diesel autour de la peine de mort qui permettent d'expliciter à chacun leur point de vue. L'un explique pourquoi il est important que la peine de mort soit abolie. Donc Diesel qui va nous dire oui, mais il faut respecter la vie des familles. En fait, on n'a pas forcément envie d'avoir le meurtre quelque part un peu sur le dos de l'assassin. Et quand Solveig, lui, va soulever des points qu'on retrouve souvent dans l'argumentaire pour la peine de mort, que ce sont des criminels, que finalement ils ne méritent pas forcément de clémence. Et ce même mécanisme, je l'ai aussi retrouvé, et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans la discussion par SMS que tu retranscris, qui était d'ailleurs vachement bien, j'ai trouvé dans vos deux livres. Les SMS, c'était nouveau, mais très bien, très réel. Et du coup, tu as cette discussion entre les deux aussi autour de la dépression, et où en fait, c'est vraiment le moment, je crois, le premier pour moi, et peut-être le seul, où vraiment il pose les mots sur la dépression que subit Solveig. Et du coup, comment tu te sers, toi, de ces dialogues, que ce soit par SMS ou live, pour expliciter à chaque fois les points de vue? En fait, je trouve que le dialogue, c'est vraiment une arme en narration, parce que souvent, quand on fait des très gros pavés de narration pure, ça peut être un petit peu lourd pour le lectorat, et parfois, c'est vraiment plus compliqué de faire passer un point de vue ou un débat, parce que moi j'ai écrit en première personne en plus, donc ce serait un peu un dialogue et on débat avec soi-même. C'est pas très réaliste, et du coup les dialogues ou les messages, ça amène la possibilité de faire des dialogues qui vont du coup opposer des points de vue, parfois permettre de se comprendre mutuellement ou de ne pas se comprendre parfois aussi. Et c'est vraiment une arme, le dialogue, je pense, ou les SMS en l'occurrence, parce que ça permet d'avoir l'échange vraiment entre les personnages, de voir pourquoi ils pensent comme ça, parce qu'ils les a poussés à penser comme ça, et mettre des mots, même quand dans la vraie vie, mettre des mots à l'oral quand on parle à un ami, ça permet vraiment de comprendre les choses, plus que quand on réfléchit et qu'on gamberge tout seul pendant des heures, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est vraiment les dialogues et faire passer les messages par les dialogues, en fait. Et c'est pour ça aussi que tu as fait vraiment deux opposés sur ces questions-là, pour pouvoir appuyer le côté du dialogue. Oui, voilà, parce que forcément, vu que Solveig, il est conscient qu'il va mal, mais il ne veut pas l'admettre. Donc, il ne posera pas le mot dépression, là où Diesel a pas cette problématique-là. Et du coup, parfois, il est un peu maladroit, mais il va dire les mots avec plus de franchise. Et c'est pareil pour la peine de mort. Solveig, il voit le côté à la fois carcérale des familles de victimes, mais des familles de coupables aussi. Alors que Diesel, il ne voit que le point de vue des familles de victimes. Et parfois, il est avec ses convictions qui sont intéressantes. Il parle de cas d'histoire comme le Castinet, qui est le plus jeune condamné à mort quand même du XXe siècle, qui est mort à 14 ans pour le rappel. Et c'est important de les souligner. Et c'est pour ça que les opposés permettaient vraiment d'entrer au cœur du débat. Ok, très bien. Pour avoir lu le roman de Shelley, j'ai trouvé tout cet aspect, tout ce thème hyper original et hyper bien traité. Et je ne m'attendais pas du tout à trouver ça dans ce roman, et j'ai été accrochée du début à la fin. J'ai adoré, vraiment. Et du coup, quand on lit ces dialogues-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ressort un peu grandi du moment du livre. Est-ce qu'il y a une volonté, quand même, quelque part de votre part, d'éduquer peut-être le lectorat sur certains sujets ou pas ?
Éduquer, c'est un bien grand mot. On fait confiance à nos lecteurs pour avoir leur propre réflexion, s'interroger, faire réfléchir. Je crois qu'on s'éduque soi-même, en tout cas. Nous, c'est vraiment, en travaillant ce personnage de Rose, dans ce roman, on s'est remise en question sur plein de choses. Et finalement, ça pose des questions, ouais. On n'a pas la prétention d'éduquer. Je crois que les livres, ça sert... on s'y reconnaît ou pas. Justement, il faut trouver l'endroit où tu te situes, toi, sur un sujet qui te fait réfléchir. Mais je pense que nos lecteurs sont déjà très engagés de ce qu'on entend et de ce qu'on a comme retour. Très souvent, moi, je suis parfois épatée de lectrices très jeunes qui sont tellement engagées, qui ont tellement d'opinions. Je ne sais pas si à leur âge, j'étais aussi grande que ça, moi, dans ma tête. Comme Emma Green, je pense que éduquer, c'est un grand mot et ce serait un peu infantiliser le lectorat. Donc je dirais pas que je veux les éduquer, c'est plutôt que je vais faire passer des avis, des messages, des idées. Et les enfants, ce qu'ils en veulent, ils peuvent les rejeter, ils peuvent y adhérer. Mais c'est vrai que je pense que le lectorat que j'ai et qui s'intéresse à mes romans a déjà des convictions qui sont en accord avec mon roman. Et s'ils ne les ont pas, eh bien, il sera une découverte pour eux. Et si ils adhèrent pas, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour imposer un point de vue. Et s'ils adhèrent, c'est que c'est bien parce que j'ai pu leur montrer des choses. Mais ce que j'aime bien faire, par contre, c'est mettre en avant quand même des thèmes. Dans Falling, on parle aussi beaucoup du système judiciaire, du racisme, du classisme, etc. Et c'est important d'en parler parce que cet aspect-là est hyper important aux USA et surtout plus qu'en France. Et donc je voulais en parler, mais après chacun y met de sa réflexion et de son éducation. Vous plantez des petites graines, quoi. Exactement. Les cœurs. Très bien. T'as les yeux qui pleurent. C'est bon. Et du coup, dans leur point de vue, les personnages, ils développent aussi, donc on a parlé du dialogue, évidemment, qui servait justement à porter ces sujets, à les expliciter. Mais on a aussi, dans les points de vue des personnages, tous ces moments de narration, donc sans dialogue, où ils développent aussi leurs pensées sur ces sujets-là. Je pense à un moment à Nos cœurs battants que j'ai trouvé hyper intéressant. C'était un peu la diatribe qu'il y a eu sur les règles et la douleur des règles qu'a Max à un moment, où elle dit qu'en fait, si c'était les hommes qui avaient leurs règles, on aurait déjà solutionné le problème des douleurs et mis en place des congés payés doubles. Et vous parlez aussi évidemment de l'errance de diagnostic sur ces questions-là. Vous parlez aussi, comme j'ai pu le dire avant, du phénomène d'emprise et de contrôle. Vous le décrivez très bien et vous continuez de le décrire peu à peu au fur et à mesure du roman. Et en fait, on suit avec les personnages toute l'emprise qu'il y a pu avoir, notamment sans trop en révéler, mais sur Rose. Donc vous parlez de quand il la frappe, qu'en fait il arrive à la convaincre que c'est sa faute et que c'est elle qui le rend violent. Et il y a toute cette explicitation de ces phénomènes. Et en fait, vous donnez vos convictions quelque part. Vous portez un avis, comme on l'a dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que justement des lecteurs puissent vous dire, voilà, je trouve que vous êtes un peu trop engagé sur ces questions-là. Et qu'est-ce que ça ferait surtout pour vous, vous avez quand même un lectorat assez conséquent, vous écrivez depuis longtemps. Comment vous réagiriez si quelqu'un vous dirait, voilà, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas apprécié que ce soit autant mis en avant? Alors déjà, on n'oblige personne à lire nos livres. N'hésitez pas à choisir des romans qui vous plaisent. Je pense qu'il y en a bien assez. Ensuite, non, sur nos romans, on a rarement de retours. Plutôt sur les réseaux, c'est arrivé au moment des élections. On a encouragé les gens à aller voter. Les gens nous ont dit « Oui, vous ne pouvez pas nous forcer !» On peut faire exactement ce qu'on veut, parce qu'en fait, c'est nos réseaux. Et ensuite, ce serait un peu fou d'imaginer qu'on ait des idées proches du Rassemblement national après avoir lu nos livres. Il y a des trucs qui ne vont pas ensemble. Donc si vous imaginez bien que ce n'est pas pour ces gens-là qu'on vous incite à voter. Mais, bref. Ceci étant dit, vous êtes tous libres de voter pour qui vous voulez et de lire les romans que vous aimez. Non, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis pas sûre qu'on fasse passer nos idées. Parfois, on se met aussi dans la peau du salaud, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pas un moment quand le boss pénible a des réflexions sexistes, c'est pas pour faire passer nos idées. C'est hyper intéressant aussi d'être celui qui va être le plus trash possible, qui va mettre une petite main aux fesses en partant en disant allez ma poule, bonne journée, comme si c'était normal. Et faire passer ces messages-là aussi, ça permet à chacun de réfléchir, de savoir par quoi je suis choquée, mettre une petite puce à l'oreille. Et du coup, voilà, je suis encore oublié la question. En gros, je voulais savoir comment
Tu m'as fait oublier moi aussi ma propre question, mais c'est pas grave. C'était plutôt sur la question de comment vous faites passer vos idées et vos opinions, et du coup, comment le lectorat peut réagir, et est-ce que... Oui. Voilà. Sur tous nos derniers romans où on dénonce des phénomènes qu'on connaît tous, et le harcèlement scolaire, le racisme, la grossophobie, l'homophobie, là, pardon, mais on est tous d'accord, dans cette arène, on est tous d'accord. Non, vraiment, les seules fois où on a déplu, c'est quand on a émis des opinions politiques, et on ne changera pas, en fait. Et honnêtement, si vous lisez nos livres, c'est une évidence. Le vrai challenge serait peut-être d'écrire un roman pour la peine de mort. Je sais pas, Chélie. Ou pas. Ça, on va pas le faire. Et du coup, toi, Chélie, est-ce que, du coup, vu que évidemment, tu mets, même si on parle de graines, mais tu poses quand même des idées, on comprend quand même ta position dans le livre, et puisque même les personnages à la fin du livre, Solveig qui finit à la manifestation, etc., ça a quand même un côté très doux sur finalement ce sujet très dur. Et comment tu réagirais, voilà, quelqu'un qui viendrait et qui te dirait, je suis pas du tout d'accord avec la vie en fait que tu mets? On m'a déjà dit, pourquoi tu ouvres ta bouche sur ce sujet que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Et parfois, j'aime bien choquer les gens et leur répondre pourquoi j'écris sur ça. Et d'un coup, ils se taisent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, pensent qu'ils peuvent tout dire et tout faire. Et d'une part, on ne connaît pas la vie des gens. Et d'autre part, rien ne t'empêche de lire mon livre. Enfin, les thèmes ne sont pas cachés. Donc en fait, c'est juste une question d'acheter le livre qui va te plaire et venir écrire un message pour me dire oui, je suis pas d'accord, ou alors t'es personne pour écrire sur ça, j'ai envie de lui répondre, mais pourquoi tu m'écris en fait? Et c'est vrai que j'ai eu parfois des messages véhéments, même par rapport à des avis politiques en effet, sur les réseaux sociaux, et des vagues d'unfollow aussi, de gens qui se sont dit du coup, si elle pense ça, je la suis plus. Et moi, je suis en mode, c'est pas une grosse perte parce que du ménage. J'ai pas forcément envie d'être associée à des gens qui n'ont pas mes valeurs morales finalement. Donc, quand je vois des vagues de unfollow après avoir fait une story un peu visée politique, je suis en mode, La porte est vous là. n'avez pas compris mes romans du coup. Et au niveau du monde de l'édition, puisque là on parle du lectorat, mais au niveau du monde de l'édition, c'est quand même pareil, des opinions très claires. Donc au niveau de vos éditeurs, de vos maisons d'édition, est-ce que c'est toujours facile, ou est-ce que parfois il faut quand même se battre pour faire passer des opinions aussi tranchées? Non, on a la chance d'avoir des éditrices qu'on aime comme des sœurs, avec qui on partage les mêmes valeurs, qu'on connaît depuis longtemps. Parfois, plutôt, c'est... Un jour, on a eu envie d'avoir une héroïne noire, on ne l'avait jamais fait, et on s'est questionné, nous, en tant qu'autrice blanche, est-ce qu'on était assez légitime, alors qu'on avait envie de parler de ce sujet. On a du coup discuté avec nos amis noirs, à qui on a demandé est-ce que ça t'embêterait de lire un roman écrit par une... Alors après, le sujet se pose pour tout. Est-ce qu'on peut se mettre dans la peau de quelqu'un d'homosexuel quand on l'est pas, de gros d'un quand on homme l'est pas. quand on est une femme. Donc on a décidé de le faire, d'être libre, et on a eu de la chance que nos éditrices vraiment nous ont suivis sur ces projets-là. Quand on avait envie d'avoir une héroïne qui faisait une taille 52, qui n'était pas juste ronde, mignonne, elles nous ont dit on vous suit, on en met une sur la couverture, on joue le jeu jusqu'au bout. L'engagement, il est là aussi, je pense. C'est pas de faire seulement les livres qui marchent, c'est de faire les livres qu'on a envie de faire et qui demandent un tout petit peu de courage. Et le courage, franchement, c'est les éditions addictives qui nous aident à l'avoir. Et je voulais préciser aussi que on fait partie d'une communauté quand même de la romance qui est incroyable, extrêmement présente, bienveillante, loyale. Il y a quelques coups de gueule, il y a quelques bad buzz, ça arrive, mais globalement, c'est une safe place, et c'est ce qu'on aime dans ce métier, c'est pour ça aussi qu'on y reste, et c'est aussi ce qu'on essaye d'offrir aux gens. C'est un espace de dialogue où on parle de choses légères, d'amour, et aussi de sujets très forts qui concernent en particulier les femmes, parce qu'on s'adresse en particulier aux femmes, mais pas seulement. Nous, on remarque qu'on a de plus en plus de lecteurs, et ça nous rend hyper heureuses, et on adore échanger avec eux aussi. Tout le monde est le bienvenu, et c'est vraiment un échange constant qu'on a avec nos lecteurs. On répond, je pense que chez Lycée pareil, les réseaux sociaux, on fait attention parce qu'on sait qu'il y a un petit côté toxique parfois, et à la fois ça nous permet d'avoir un lien incroyable avec notre lectorat, et je crois qu'on a beaucoup de chance. Et toi, Chélie, du coup, le monde de l'édition, comment... En plus, là, c'est ton premier roman, un roman qui est quand même engagé. Comment ça se passe? Comment ça se présente? Alors, en fait, ce roman, quand j'ai commencé à l'écrire, donc ça faisait 6 ans, et que je l'ai fini,
on m'a dit, mais pas de la part d'éditeurs, des personnes un peu, des amis ou des inconnus qui m'ont dit ton roman dépressif, personne n'en voudra parce que les gens n'aiment pas ça. Et je me suis dit, si personne n'en veut, je vais l'auto-éditer, je m'en fiche en fait. Et je l'ai auto-édité. Et c'est là que Nin Gorman, qui est juste là, l'a repéré. Et elle a voulu le lire en fait. Et elle m'a directement dit qu'elle avait aimé ce livre et que Nox était prêt à le publier. Donc j'ai pas eu à défendre mon roman auprès de mes éditeurs. Ils ont tout de suite dit oui et ils ont tout de suite été en accord avec mes idées et ma façon de faire. Et j'aimerais eu à me battre pour imposer entre guillemets une idée dans mon roman parce que j'ai une équipe pareille que les Emma qui sont absolument géniales. Enfin, toute l'équipe elle est derrière mon livre et derrière mes idées, derrière mes romans. Et il n'y a pas de non, fais pas ça comme ça, parce que non, c'est vraiment, on est derrière toi, on va t'accompagner pour faire ça bien, bien sûr, parce qu'il faut faire ça bien quand même, mais on est derrière toi. Donc en fait, la critique vient plus peut-être des lecteurs ou alors de le défendre auprès des libraires parfois, mais l'équipe éditoriale, en tout cas, j'ai jamais eu de rejet de leur part. Ok, c'est beau, ça fait plaisir. Bravo Addictif, bravo Nox. Et on arrive au bout de cette table ronde, donc merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu et que peut-être vous avez changé d'idée si jamais vous aviez quelques idées sur la romance. La romance aborde des sujets hyper importants et elle nous aide vraiment tous à grandir. La romance est hyper diverse, plurielle, elle touche tout le monde. Et voilà, continuez d'écrire d'aussi beaux romans, c'est génial. Merci. Merci Edith. Merci à toi. Merci à vous.